Vous serez grand si vous savez être petit. Vous serez grand si vous savez être petit. Ça, c'est ce qu'on appelle une belle citation, ça. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, on va faire un peu un sujet très différent sur un personnage et une épopée un peu très belle que je pense que c'est pour moi. Je pense que c'est l'une des plus belles épopées de l'histoire du football africain. En tout cas, le football africain sur le continent, à partir d'Afrique noire, qu'on, j'ai jamais vu dans toute l'histoire quelque chose que je pense qui est une vision. Quand je parle souvent de la vision qu'on doit s'inspirer dans le football africain en termes de projet de jeu, de formation de jeunes et autres et tout, il n'y a qu'un modèle qui a été un modèle incroyable, magnifique, génial, généré par le monsieur que vous voyez là, le grand monsieur Jean-Marc Guillot et sa vision du foot qu'il a imprimé à la SEC Mimosa. Jean-Marc Guillot est pour moi, je pense, l'unique cas un plus important du football africain. Et oui, c'est un blanc, mais c'est la réalité. Ce mec-là a impacté le football ivoirien comme jamais. Et quand je vois les idées de jeu qui prônait, et la formation qu'il a, et son idée géniale qu'il a implémentée à la SEC Mimosa, son idée de formation des jeunes, son idée de formation autour d'une idée de jeu. Pas seulement former les joueurs pour les vendre, comme on aime faire souvent en France, mais une formation autour d'une idée de jeu et regardez ce que ça a donné. Jean-Marc Guillou, d'abord, il faut un peu faire un petit parcours, un peu ce qu'il est, ce gars. C'est d'abord un ancien joueur de foot, hein. C'est un joueur de foot un peu, qu'on va dire un peu pour résumer un peu sa carrière, un peu, il a un peu il est sorti un peu sur le tard. C'était un très beau joueur de foot dans les années 70 dans le championnat de France, qui était presque un meneur de jeu même. Et je dirais jusqu'à aujourd'hui, Angers, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club Angers. Bon, Angers, c'est pas un truc, mais c'est le meilleur joueur de l'histoire de Angers. Et pour la Gouverne, il a été 19 fois sélection nationale et c'est vraiment un amoureux du jeu. C'était un très très beau joueur à avoir joué. Quand je regarde les images un peu du joueur qu'il était, sur le niveau français, il était vraiment très très beau à avoir joué. Il a participé à une Coupe du Monde, la Coupe du Monde 78. Il était un peu le meneur de jeu de l'équipe un peu de France à l'époque avec la génération Henri Michel, qui est un très beau joueur aussi. Mais je pense que le football français n'était pas encore au niveau pour challenger encore le football de l'étranger. Et Stéphane Kovacs n'a pas eu le temps de vraiment de faire la mise en place un peu pour que cette génération-là puisse avoir des résultats, et l'émergence aussi de Platini qui a fait que bon, ça éclipse un peu certains éléments de sa carrière parce qu'il a une très très belle carrière pour le championnat de France. C'est vraiment, je dirais, un grand joueur du championnat de France. C'est ce que Jean-Marc Guillou a été. Après quelques piges qu'il a essayé de faire à Neuchâtel-Xamax, et toutes les idées de jeu qu'il avait déjà voulu mettre en place. Il savait qu'en France, qui est un pays aussi très fermé, déjà qui est très fermé justement par rapport à la vision de Georges Boulogne, parce que je le dis toujours, parce que j'aime souvent le dire, Georges Boulogne a complètement formaté le football français. Le football français tel que vous le connaissez actuellement, c'est un football français qui est fondé beaucoup sur les idées de Georges Boulogne. Quand vous voyez un peu les coachs, Jean Guiraud, comment il s'appelle là, Elie Bopp, Roland Courbis, René Girard, tout ça, c'est la formation de Georges Boulogne, à qui on doit aussi l'INF comme Claire Fontaine et beaucoup de choses, hein, mais vraiment, c'est Georges Boulogne qui a
La mentalité française est trop structurée sur la vision de Georges Boulin. Ça me désole un peu. Et Jean-Marc Guillot s'est donné l'idée plutôt de partir en Côte d'Ivoire et de venir avec sa vision un peu qu'il avait, parce qu'il savait qu'en Afrique, il y a encore tout à faire. Et quand il y a tout à faire, tu peux créer quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, il est venu justement en Côte d'Ivoire et il a implémenté sous l'aide de Monsieur Roger Wayne, je veux pas dire mal son nom, Roger Wena, c'est ça, ce monsieur? Oui, Roger Wenya. Wenya. Vous me dites si c'est les Ivoiriens, mais dites si c'est, je ne casse pas trop son nom. Justement, cette idée de faire une centre de formation autour d'une idée de jeu où on formerait des jeunes, à faire des champions de demain, mais surtout d'une idée de jeu. Parce que quand tu vois le documentaire encore que j'ai vu là, le fabuleux documentaire un peu sur la SEC Mimosa là, et quand tu vois les joueurs qui sont passés là, tous les grands joueurs qui vont fonder la génération de la Côte d'Ivoire, là, Baki Koné, Kolo Touré, Yaya Touré, qui est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'académie et qui est pour moi peut-être même le meilleur joueur ivoirien de tous les temps. Je ne pense pas que ça soit Drogba, mais je vais l'expliquer après. Je sais, Zézéto, mon joueur préféré de l'histoire du football ivoirien, justement pour moi parce que c'est un joueur un peu culte par rapport à cette génération-là. Didier Zokora, les frères Kalou, bref, toute une génération de joueurs incroyables qui vont écrire les plus belles lettres de noblesse du football ivoirien. C'est-à-dire que la génération dorée ivoirienne des années 2000 qu'on a connue, la plupart, à 80-90%, sortent de l'académie de ce monsieur-là. Et qu'est-ce qui me plaît encore un peu avec les joueurs? Qu'est-ce qu'on remarque avec les joueurs ivoiriens de cette époque-là? Vous vous rendez compte que c'était des joueurs excessivement techniques. Il y avait beaucoup de joueurs techniques ivoiriens que les Ivoiriens avaient. Justement parce que l'académie de Jean Maguiou insistait beaucoup sur la technique. Insistait des trucs. C'était des gens qui n'avaient pas un physique incroyable quand ils étaient jeunes. Et quand il arrive vraiment la saison 99 géniale où ils arrivent à gagner la Ligue des champions africaine, où ils font encore cet exploit de battre l'Espérance de Tunis en Super Coupe, dans ce match extraordinaire où tu vois vraiment, j'hallucine encore quand je vois le style de jeu pratiqué, je me dis mais c'est une équipe africaine qui jouait avec ce style d'intelligence et autres. Et les mecs sont frêles, courts, ils sont même pas grands, alors devant des Golgoth et arrivent à pratiquer un jeu de rêve comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a eu ça et autres et tout. C'est vraiment comme un peu du même niveau que l'Ajax de 1995 qu'on a vu avec Bangal, comme l'Ajax des années 70 avec Rinus Michels, comme Cruyff avec le Barça en 92, comme Gustave Sebes avec, comment on appelle ça? Gustave Sebes avec la Hongrie, ou bien même encore, si je me trompe pas, Guardiola avec le Barça, ou bien même encore Jean-Claude Chaudieu avec Nantes dans les années 90. Jean-Marc Guillot a un peu implémenté ce genre de philosophie-là à la SEC Mimosa. Et c'est incroyable de voir comment une vision a pu changer le foot d'un pays. Et je me dis, c'est quand même dommage qu'en Afrique, on ait toujours ce genre de mindset-là. Parce que quand je vois ce qu'il avait implémenté, quand je vois ce que ça a donné, et s'il n'y avait pas eu, malheureusement, toutes les histoires politiques qui arrivent après, quand il y a toujours une victoire grosse comme ça, parce que je vois un peu le monsieur Roger Ouénin, qui vient d'une famille, ça c'est entre parenthèses, d'une famille, je pense que c'est même la famille la plus importante même de Côte d'Ivoire, hein. C'est-à-dire que c'est l'une des familles les plus puissantes, je dirais même la famille la plus puissante même de Côte d'Ivoire. Quand tu vois un peu l'historique un peu de cette famille-là, plein de personnages, déjà sous Houphouët-Boigny, mais même des gens dont je veux pas parler de politique, mais quand je me suis un peu fait rechercher un peu mes renseignements sur qui est cette famille-là, j'ai dit wow, c'est une des familles les plus importantes un peu de Côte d'Ivoire. Mais quand tu vois un peu l'appât du gain, le côté un peu la récupération politique qu'il y a eu et qui a fait que justement euh, l'académie est devenue quelque chose de beaucoup plus mercantile,
C'est ça qui a tué le football ivoirien, alors que le football ivoirien avait une mine d'or pour pouvoir littéralement, je dis bien littéralement, gagner la Coupe du Monde dans les années 2000. La Côte d'Ivoire avait le potentiel de gagner la Coupe du Monde en 2006 et en 2010 si elle avait été encadrée par le Jean-Marc Guillou là. S'il y avait eu un suivi sur ces joueurs là. Mais l'appât du gain, toutes les conneries que j'ai lues sur le monsieur Roger Ouénien là qui a l'air d'un personnage plus qu'antipathique. Parce que je dis souvent, hein, l'ennemi de l'Africain, c'est pas sous, je dis rarement, moi j'ai envie de dire, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Parfois, vous voyez le film Django. Parfois, il y a des toubabs qui sont un peu comme le docteur Schultz. Parfois, il y a des gens de ta propre couleur noire qui sont un peu comme le personnage de Stephen. Je m'arrêterai là un peu pour la comparaison. Mais quand je vois le personnage de Jean-Marc Guillou, qui est en fait un romantique un peu. C'est un peu un romantique. Les gens de personnages que j'aime, parce que je me reconnais un peu, je sais que je suis un peu un romantique comme ça un peu. Romantique un peu du beau et qui essaye d'écrire une belle histoire et autres et tout, et qui veut justement gagner de l'argent pour pouvoir matérialiser sa vision. C'est ça mon truc. Je ne cherche pas l'argent pour la part du gain. Mon truc, je cherche l'argent pour matérialiser la vision que j'ai, parce que je sais que peu de gens ont de la vision dans la tête, que la petite, comment dire, le petit truc pour la petite personne là. Moi, ça m'intéresse pas ça. Tu vas au-delà de ça. C'est même pour ça que j'ai créé cette chaîne d'ailleurs, qui va marquer. Je sais que ma chaîne va marquer, tôt ou tard, ma chaîne va marquer le truc. Quand les gens découvriront cette chaîne-là en Afrique, ils disaient, mais il y a un gars qui avait une chaîne YouTube comme ça prendra le temps qu'il faudra, mais je sais que je vais marquer les esprits grâce à ça. Parenthèse refermée. Mais c'est ça en fait. Et Jean-Marc Guillou est vraiment dans la lignée des grands romantiques du foot. Maintenant, je vois un peu les gens qui se plaignent un peu de le truc de justice qu'il a eu en Belgique là, par rapport un peu, parce que je sens que la SEC Mimosas avait un partenariat avec une équipe belge, j'ai oublié le nom, où il y a justement beaucoup de joueurs de la SEC Mimosa qui allaient dans ces équipes belges sur une problématique un peu de beaucoup de joueurs et trucs, et je sais qu'il y avait aussi un peu, ça permettait aussi d'avoir un lien entre cette équipe belge et Arsenal. C'est pour ça qu'il y a un très grand lien entre Wenger et Jean-Marc Guillou, qui ont à peu près un peu la même vision du football, un peu former les jeunes sous un projet de jeu. Et c'est ce que j'ai toujours réclamé qu'on ait au football camerounais. Parce que j'ai toujours dit, on parle de tout au football camerounais, même au football sénégalais, au football même d'Afrique noire. On parle de tout. On parle de politique, on parle de problèmes de corruption, on parle d'infrastructure, mais on ne parle jamais de projet de jeu. On ne parle jamais de comment former les jeunes. On ne parle jamais de former sur quelle identité de jeu. Et tant qu'on n'a pas un homme qui a comme Jean-Marc Guillou, qui a une vision comme ça, tout ce qu'on fera dans le football africain sera caduc. Parce que c'est pas les infrastructures seulement qui font évoluer le foot. Ça fait partie, oui, ça fait pas le truc. C'est pour ça que je trouve que notre président de la fédération camerounaise a mis une partie du travail, mais c'est aussi quand on a des visions là. Et ce que je réclame que Jean-Marc Guillou a fait avec la SEC Mimosa, c'est ce que je réclame en amenant des personnages comme Sampaoli, en amenant peut-être des personnages comme Pekerman, qui ont exactement le même type d'impact que Jean-Marc Guillou a eu. Exactement le même type d'impact. Parce que tant qu'on on n'essaye pas de développer une idée de jeu, ou tant que même nos propres formateurs, que ce soit sur le niveau de la DTN, que ce soit sur le niveau même de nos entraîneurs, ne vont pas chercher à se former autre part que la France, ou autre part avec des gens qui ont des vrais projets de jeu, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Parce que mon rêve, c'est de voir l'Afrique gagner la Coupe du Monde. Et gagner la Coupe du Monde en pratiquant un jeu de rêve. Tant qu'on ne sera pas là dans ces conneries-là, on sera toujours dans des balbutiements un peu
qui ne servent à rien, en fait. La Côte d'Ivoire avait une mine d'or dans ses mains. Quand je regarde encore la génération ivoirienne, là, et je me dis, merde, 80-70% vient la SEC Mimosa. Ces gars-là auraient pu gagner la Coupe du Monde si ça avait été bien géré, si ça avait été, il y avait un vrai travail de continuation par rapport à ça. Mais quand Jean-Marc Guillou a fermé, n'a plus été dans l'académie à partir de 2005, ça a été une catastrophe. Ça s'est vu après. Ça s'est vu après. Ça s'est vu. On avait des sommes d'individualité en Côte d'Ivoire qui étaient hors normes, mais on appelait comment on appelle ça, des sélectionneurs qui ne savaient même pas gérer ça. On prenait Samir Lamichi, on amenait Svengo, Eriksson, des sélectionneurs qui étaient un peu des sélectionneurs, un peu de pacotille, pour essayer un peu de masquer un peu le manque d'incompétence qu'il y avait déjà. Alors que si on avait laissé Jean-Marc Guillou bien travailler, s'il y avait eu un vrai travail avec ce mec-là qui a une vision absurde du foot, comme je l'adore, mais la Côte d'Ivoire serait champion du monde aujourd'hui. Champion du monde de foot. Parce que ce que j'ai vu là, moi j'ai eu les larmes aux yeux. Je vous assure, quand je regardais ça, j'ai dit, mais c'est ce que je cherche pour le Cameroun. C'est exactement ça que je parle depuis. Et moi, je sais un cri du cœur. Hein. Peut-être c'est moi qui serais peut-être ce gars-là. Parce que les idées que je développe, les idées de... Et je sais qu'en Afrique noire, on ne fait pas ça. Il n'y a que ce monsieur-là qui a réussi à ça, qui a réussi à faire ça en Afrique noire. Il n'y a que ce monsieur-là. Et quand je regardais le fabuleux documentaire qui fêtait justement l'anniversaire de leur exploit contre l'Espérance de Tunis, là, tu pouvais voir déjà comment les joueurs qui sont passés par la SEC Mimosa, leur façon de parler, il y a une véritable intelligence de jeu qu'ils ont développée. Quand tu vois les interviews de Arona Ndindan, les interviews de Zezeto et les interviews de tous les grands personnages de cette épopée géniale de la SEC Mimosa, que j'assimile un peu à une épopée un peu comme l'Ajax de 95, ou des grandes épopées un peu de l'histoire du foot, je me dis, merde, il y a formé des têtes, des superbes têtes. Et tout, regarde, c'est incroyable. Regardez comment les gars jouaient. On peut amener ce type de foot-là aussi au Cameroun. Ce n'est pas impossible. Ce monsieur nous l'a montré même encore. Regardez ce qu'on a vu en Afrique noire. On ne fait plus ça en Afrique noire. Et je suis d'accord encore sur ce qu'il a dit sur le problème de la triche un peu sur l'âge. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, ça c'est un truc qui arrive beaucoup dans notre continent, sur la triche de l'âge et tout, qui en fait aussi qu'on empathie un peu là, parce qu'on est plus dans une formation de vendre des joueurs beaucoup rapidement, et une formation aussi de montrer que des joueurs, c'est-à-dire quand il y a des joueurs un peu qui on va dire des gars qui, au lieu de jouer dans les mois de 17 ans, jouent dans les mois de 13 ans, on les coupe un peu l'âge, là. Ce qu'on appelle soit un âge de Kumba, là, chez nous au Cameroun. Ça permet de vendre plus facilement les joueurs à l'étranger. Parce que les clubs disent, ah, ces joueurs-là, ils ont entre 15 ans et 16 ans, ils sont prêts, on peut les mettre déjà dans des gros centres de formation et autres, tout parce que physiquement, ils sont prêts. Surtout en France, où la vision du foot est beaucoup plus sur le physique que sur la technique. Et ça me désole. Ça me désole énormément. Jean-Marc Guillou est l'un des plus grands contributeurs du football africain. Jean-Marc Guillou est le plus grand contributeur du football ivoirien. Le football ivoirien, ce monsieur doit avoir une statue dans chaque stade. Dans chaque stade. Ce monsieur doit avoir d'ailleurs une statue à la SEC Mimosa, mais il doit avoir une statue même en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a accompli là-bas, avec l'idée de jeu qu'il défend, est incroyable. C'est tout ce que je parle, tout ce que je parle là, fatigué, que je vous ai fait le truc sur la KSA, le truc, c'est ça que je veux dire. Voilà la vision exacte que je veux. La SEC Mimosa a été ça. Et sans une politique un peu très mesquine de monsieur Roger Ouénien, qui a l'air d'un individu assez antipathique. Pour moi, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas le bras long comme lui. Qui m'a l'air d'un individu assez antipathique. On aurait eu, la SEC Mimosa aurait été même peut-être même dans les Coupes du Monde des clubs. Mais on peut révolutionner le foot de notre pays si on amène quelqu'un qui a une vision singulière de notre foot. Si on rechange le foot et si on fait
On fait naître des penseurs il manque énormément de penseurs dans notre football. C'est ce que ça m'a permis de voir là, parce qu'il a fallu un blanc comme Jean-Marc Guillou. Il manque énormément de penseurs dans nos formateurs. Et c'est ça le problème. Très peu. Je pense aussi que c'est un métier que beaucoup, nous, en Afrique, on n'aime pas trop valoriser. Les gens veulent être footballeurs, mais très peu de gens aspirent à être coach ou truc. Il n'y a que par exemple un gars comme moi. Moi, j'ai dit hein, je suis pas passionné par les joueurs de foot. Hein. Moi, je suis passionné par les mecs comme Jean-Marc Guillou, les Gustave Sébès et les Boskov et les coachs. Hein. Soit les coachs, soit les DTN, soit les trucs, c'est eux qui me passionnent. Les footballeurs, je dois vous avouer, je suis pas vraiment gaga là. Il y a que Johan Cruyff qui me passionne parce que c'est un profil qui est un peu atypique dans l'histoire du foot, un profil unique même. Je pense que j'ai jamais vu un gars comme ça. C'est pour ça que je suis autant fasciné par un mec comme ça, parce que c'est souvent rare. Des grands joueurs de ces dimensions, des génies du foot de ces dimensions, devenir des penseurs du jeu comme ça, non, c'est rare. Donc, moi, c'est ça un peu mon truc un peu avec le football. Et j'aimerais dire aussi que 2015, la victoire de la Côte d'Ivoire en 2015 est la victoire de Jean-Marc Guillou. Et je pense qu'elle aurait pu avoir une victoire encore, comme il a dit un peu dans son interview, elle aurait pu gagner, je crois, 3 ou 4 cannes. Gagner une Coupe du Monde, ces mecs-là. Et j'ai même envie de le dire aussi, que je vois, pour moi, le meilleur joueur ivoirien de tous les temps, c'est Yaya Touré. Je comprends mieux pourquoi maintenant Yaya Touré était un joueur si exceptionnel que ça. Qu'est-ce que j'aimais chez Yaya Touré? Outre sa technique et sa puissance et autres tout, c'était le QI foot de Yaya Touré. Parce que j'étais toujours impressionné par Yaya Touré. Je dis, mais attends, c'est très rare de voir un joueur africain avoir milieu de terrain de ce profil-là africain, avoir un QI foot. Et je comprends maintenant d'où vient ce QI foot. Ça vient de l'académie. Et c'est pour ça que je préfère dire que Yaya Touré est le meilleur joueur africain, est le meilleur joueur ivoirien de tous les temps, et sans aucun doute top 5, top 10 des meilleurs joueurs africains de tous les temps, ça dépend maintenant, ça dépend de là où vous le classez. Parce que il représente la vision de l'académie. Il représente la vision de l'académie. J'aime pas trop mettre Drogba. Drogba, pour moi, représente un peu dans le football ivoirien une certaine forme d'anomalie. C'est-à-dire que c'est un mec qui est né en France, qui était destiné à jouer pour l'équipe de France et qui, au final, a joué pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de dire un peu, Drogba, Eto'o, ces deux personnages-là, Drogba et Eto'o, je pense qu'il y a beaucoup de similarités entre Drogba et Eto'o. Pas forcément sur le football, mais sur les personnages sont des personnages un peu, que je trouve individualistes dans l'aspect qu'ils sont. Je pense souvent, même, et je me doute de ça, je vais prendre à témoin vraiment les footballeurs ivoiriens. Quand je commence à analyser un peu cette période, un peu là où il y avait Drogba et les gars de l'académie, les enfants de l'académie qui étaient en équipe nationale, j'ai souvent l'impression qu'il y avait vraiment un clan Drogba et un clan de ces gars de l'académie. Parce que Drogba, je pense qu'il a, sans vouloir vraiment lui manquer de respect ou sans vouloir le diaboliser, qu'il a énormément, avec le recul maintenant quand je vois comment les médias le portraient, quand les trucs, qu'il a essayé vraiment de portrayer vraiment en étant un personnage central de la Côte d'Ivoire pour sa gloire personnelle. J'ai l'impression, et quand j'analyse maintenant le personnage Drogba, je sais pas si on me comprend un peu. C'est-à-dire que le personnage Drogba, et quand je vois qu'il y a eu les distensions entre lui et Yaya Touré, entre beaucoup de Didier Zokora et lui, et beaucoup de gens de l'académie, j'ai l'impression que Drogba, qui est une entité individuelle, je dis, c'est une anomalie du football ivoirien, ce mec-là. Ce mec-là, 9 fois sur 10 ne doit pas être en Côte d'Ivoire. C'est une anomalie un peu du football ivoirien, ce gars-là. Je ne pense pas que Drogba représente le football ivoirien. Je pense que Yaya Touré et Arona Dindan représentent plus le football ivoirien que ce gars. Le football ivoirien, c'est Yaya Touré. C'est l'enfant de la SEC Mimosa. C'est les idées de la SEC.
C'est les idées de Jean-Marc Guillou. C'est pour ça que moi, quand tu me parles, je parle de Zézéto, je parle de Yaya Touré, je parle d'Aruna Dindal, mais je parlerai pas de Drogba. Drogba, c'est vraiment une entité individuelle qui a voulu que tout le collectif tourne autour de lui. Parce que Drogba, même en tant que joueur, dans les équipes où il brillait, regardez un peu les équipes où il brillait. Je pense à Guingamp, je pense à Marseille, même un peu à un moment donné à Chelsea. La singularité de Drogba, c'est que l'équipe jouait pour lui. Il était toujours le centre de l'équipe. Oui, il faut toujours un joueur qui soit le centre d'une équipe. Le meilleur joueur doit toujours être le centre de l'équipe. Mais moi, je suis un peu comme un peu la vision de Cruyff. L'individualité, la grande individualité, l'individualité forte sert le collectif. Moi, j'avais l'impression que Drogba fait partie de ce genre de mec comme Eto'o qui aime à ce que le collectif sert leur individualité et leur gloire personnelle. C'est un peu même aussi Eto'o en tant que président de la fédération de la FECAFOOT, même si je le reconnais, beaucoup de choses qu'il accomplit en ce moment sur la fédération, c'est un peu quelque chose que je vois chez lui où il est toujours dans une façon de vouloir à ce que l'accomplissement qu'il fait sur le truc glorifie sa personne. Ça, c'est là où ça m'a toujours dérangé avec lui. Au lieu de se mettre derrière justement son projet et autres et tout, il faut que Eto soit en face du truc. Et c'est pour ça que c'est un peu problématique de travailler avec un gars comme ça parfois, parce que tu te dis que toi tu as une vision que tu veux accomplir, et s'il voit que toi tu veux une vision accomplie, il va se dire que en fait tu veux prendre ma place ou ce genre de truc. C'est un peu ce genre de personnalité là. Et Drogba un peu, même s'il est beaucoup plus comment on appelle, beaucoup plus soft dans les médias, le truc un peu, il me fait penser un peu à ce genre de, ce que j'appelle les covers narcissiques, là, qui sourient, mais qui ont un peu une attitude d'ego très bien fort, qui aiment souvent que oui, moi je dois être au centre de tout, et je pense que l'équipe, cette génération un peu là, cette très belle génération, ont souffert de ce truc avec Drogba. C'est comme, je trouve un peu paradoxal. Vous allez me dire que bon, c'est ces trucs, que cette équipe, la Côte d'Ivoire, a gagné sans lui. C'est un peu paradoxal, je trouve. Qu'elle a gagné sans lui. Parce que Drogba, je me rappelle, c'était les médias. On ne parlait que de Drogba, Drogba, Drogba. Et ce truc où il a vraiment centré, ça s'est centré autour, l'image de la Côte d'Ivoire s'est centrée sur Drogba. Je pense que ça a été un problème. Même Eto'o, je pense que ça a été un problème pour notre football. Parce que tu peux pas, oui, il y a des figures qui peuvent être des figures fortes et tout, mais si l'individualité ne sert pas le collectif, c'est un peu bidon. L'individualité doit servir le collectif. Le collectif ne sert pas l'individualité. J'ai cette vision un peu comme Jean-Marc Guillou, j'ai cette vision comme Cruyff, j'ai cette vision comme tous les grands penseurs du foot. Et c'est pour ça que je trouve un peu qu'en Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.